Cadet, le docteur Lilian Kouyaté et docteur Amel Djoumou, je me demande vraiment pourquoi le laboratoire mère m'a convié ici. Vous convenez avec moi que tout a été dit et donc je vais sûrement, probablement avoir pas mal de répétitions, mais je ne vais pas insister énormément là-dessus. Je vais plutôt vous convier à réfléchir avec moi. Donc vraiment merci aux précédents orateurs. Alors, donc, traitement de l'hypertension artérielle à la carte. Je voudrais d'abord vous faire réaliser qu'en réalité, aujourd'hui, la décision médicale est un triptyque, c'est-à-dire que nous prenons en considération les évidences scientifiques telles qu'elles ont été présentées ici par Dr Amel Djoumou et Dr Liliane Kouyaté. Nous prenons en considération notre expérience, et qui dit expérience ne dit pas seulement le nombre d'années, mais le nombre de cas que nous avons vus. Et nous prenons également en considération les préférences des patients. C'est ce qui doit rester. On doit toujours être dans ce triptyque-là. Et malgré ça, l'hypertension artérielle reste aujourd'hui un gros problème de santé publique avec près de 10 millions de morts attribuables à l'hypertension artérielle, ce qui est énorme. Et l'étude Interheart, la diapositive n'apparaît pas ici, je ne sais pas trop pourquoi, mais ce n'est pas grave. L'étude Interheart nous dit en réalité que l'hypertension artérielle reste le facteur de risque numéro 1 en matière de risque d'AVC dans nos pays. Et donc, il faut en tenir compte. Et on voit que cette hypertension artérielle, le risque de la pression artérielle est très corrélé aux événements cardiovasculaires en commençant par des pressions artérielles très basses. Et ensuite, ce risque-là augmente de manière quasi linéaire. Donc, on connaît tous les dangers de l'hypertension artérielle, ça a été dit. Tout ce que nous disons là n'est qu'une répétition. Et une des choses qui est très intéressante, c'est qu'on connaît aussi les bénéfices du traitement de l'hypertension artérielle. Et un des essais cliniques les plus récents, l'étude SPRINT, nous apprend d'ailleurs que si vous randomisez les patients à deux groupes, ceux chez qui on va avoir un traitement en cherchant des objectifs tout à fait modérés, moins de 140 sur 90, versus d'autres patients chez qui on va chercher à traiter de manière intensive moins de 120 sur 80, eh bien, on se rend compte que plus les patients sont traités, plus on a une réduction des événements cardiovasculaires, et ceci est encore plus marqué pour des événements comme l'insuffisance cardiaque. Et donc, on n'est pas surpris que les guidelines de la Société internationale d'hypertension, qui sont les guidelines les plus récents aujourd'hui, demandent de baisser les pressions artérielles à moins de 140 sur 90, mais d'aller un peu plus loin tant qu'il y a de la tolérance. En dessous de 65 ans, on peut aller jusqu'à moins de 130 sur 80, et voire même 120 sur 70 tant qu'il y a une certaine tolérance. Mais pourquoi donc, après tout ça, l'hypertension artérielle reste toujours aussi mal contrôlée? Est-ce que c'est les patients qui ne suivent pas nos conseils? Est-ce que c'est nous aussi? Je crois qu'il faut pouvoir avoir l'unité de se poser un certain nombre de questions. Est-ce que nous respectons vraiment ces évidences scientifiques qui nous ont été présentées ici? Vous savez aujourd'hui que prendre la tension artérielle est devenu automatique. On ne se rapproche plus du malade pour prendre la tension artérielle. Et je crois que les jeunes médecins ici ne se souviennent même pas ou alors n'ont même pas eu l'occasion de savoir quel était vraiment le feeling que tu avais quand tu prenais la tension artérielle du malade en posant le stéthoscope comme ça sous le brassard. Vraiment, ça donnait une telle envie de faire la médecine. Nous sommes tellement passés à l'algorithmisation, à l'automatisation et tellement que les machines vont finir par faire mieux que nous. Vous savez que si on donne un certain nombre de données à la machine, l'informatique nous apprend aujourd'hui que si vous donnez un certain nombre d'informations à la machine, vous lui dites voici les caractéristiques des patients, voici les genres de traitements que les cardiologues prescrivent, et bien oui, le prochain patient, la machine vous définit un algorithme et à partir de cet algorithme-là, il vous donne un traitement. Est-ce que c'est vers là que nous voulons aller? Je crois que beaucoup d'entre nous ici diraient non. Il faut donc aller vers une direction différente qui est le traitement à la carte.
Et pour ça, je vais vous convier à regarder ce cas clinique et puis vous me direz votre traitement à la carte, votre propre point de vue après tout ce qui a été présenté. Donc, je vous présente le patient JR qui est âgé de 53 ans, qui est tabagique, qui est hypertendu depuis 5 ans sous amlodipine à 5 mg, un comprimé par jour, qui consulte pour des céphalées et palpitations, qui a une pression artérielle à 160 sur 100 mm de mercure, examen physique normal comme la plupart des hypertendus quand ils viennent en consultation. Le CG s'inscrit à rythme sinusal, il a une fréquence cardiaque autour de 90 par minute, et il n'y a pas de trouble de la repolarisation, il n'y a pas de signe d'hypertrophie ventriculaire gauche, mais quand on va à l'échocardiographie, on trouve quand même une hypertrophie ventriculaire gauche et un FEVG qui est normal. Quel est le traitement à la carte de ce patient? Je vous laisse réfléchir et on va revenir là-dessus. Mais pendant que vous réfléchissez, je voudrais dire que le rôle du clinicien devant une hypertension artérielle, c'est d'abord de comprendre. Une fois qu'on a compris, il faut diagnostiquer, c'est-à-dire pas seulement l'hypertension, mais tout ce qu'il y a autour, les autres facteurs risques cardiovasculaires, les lésions des organes cibles comme on a vu, et après il faut traiter. Et souvent nous avons tendance à nous arrêter à traiter. Non, il ne faut pas seulement traiter, il faut ensuite contrôler, c'est-à-dire qu'il faut chercher à atteindre la cible. Et quand on parle de comprendre, ça signifie qu'il faut comprendre le système nerveux sympathique, il faut comprendre les mécanismes qui conduisent à l'augmentation de la pression artérielle. Pression artérielle, d'un point de vue physiologique, on sait que c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques totales. Le débit cardiaque qui est décomposable en volume d'éjection systolique fois fréquence cardiaque. Et il y a un certain nombre de facteurs qui vont influencer tout ça, des facteurs qui sont sociaux, familiaux, des facteurs qui sont en rapport avec l'ethnicité, l'hérédité, la sensibilité au sel, la dysfonction endothéliale. Et on sait que tout ça va passer par un certain nombre de mécanismes comme l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone qui nous est très cher, mais très cher encore, et ça a été présenté déjà, l'activation du système nerveux sympathique. L'activation du système nerveux sympathique qui agit sur la fréquence cardiaque, mais qui agit également sur la volémie et qui va finalement aussi encourager le système rénine-angiotensin-aldostérone. Et donc, nos patients, quand on les voit, on croit que c'est juste le patient hypertendu, mais en fait, chaque patient a un peu une petite composante de chacun des trois mécanismes. Alors, chez certains patients, c'est le système nerveux sympathique qui va dominer. Chez d'autres patients, c'est le système rénine-angiotensin-aldostérone qui va dominer. Et chez d'autres encore, ça va être la volémie qui va dominer. Et donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que l'augmentation de l'activité du système nerveux sympathique nous aide à nous échapper d'un danger. Mais en réalité, si cette augmentation du système nerveux sympathique, si cette activation-là dure, si on rentre dans la chronicité, eh bien, ça peut être responsable d'une mise en jeu d'un certain nombre de mécanismes qui vont être délétères. Et ceci a été présenté par les deux précédents orateurs. Alors, parmi les mécanismes qui peuvent être délétères, il y a un risque important de maladies cardiovasculaires à travers une hypersécrétion d'endothéline, à travers une diminution de la biodisponibilité du monoxyde d'azote. Alors, l'activité sympathique est élevée chez les patients atteints de diabète et d'hypertension artérielle, ça on l'a vu, je ne reviens pas dessus. On a vu aussi que l'activité du système nerveux sympathique peut entraîner divers mécanismes qui conduisent à la pathologie cardiovasculaire, notamment à l'hypertrophie ventriculaire gauche, les arythmies, l'insuffisance cardiaque, l'augmentation de la vasoconstriction, la rétention hydrosodée et j'en passe. Et donc, on n'est pas surpris que dans les mécanismes qui conduisent aux diverses formes de décès par maladie cardiovasculaire, que ce soit la mort subite ou la mort tout simple, d'un point de vue cardiovasculaire, le système nerveux sympathique intervient à tous les étapes, du développement des facteurs de risque jusqu'à la survenue de la mortalité. On a parlé de ces mécanismes-là en disant principalement la vasoconstriction d'une part, d'autre part l'activation du système rénine-angiotensin-aldostérone, d'autre part la dysfonction endothéliale, et tout ça va conduire à la survenue d'autres facteurs de risque cardiovasculaire qui autrement
s'ils ne sont pas pris en charge, voire prédisposés au décès. Alors, l'hyperactivation du système sympathique, je ne reviens pas là-dessus. Je vous ai dit que Dr Diomou et Dr Kouyaté m'ont largement favorisé la tâche. Je vous montre simplement cette diapositive de notre ami le professeur Fawzi Haddad qui n'a pas pu faire le déplacement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans les salons de coiffure, il a dit chaque fois que quelqu'un arrive, prenez-lui la tension artérielle. Et les coiffeurs ont suivi. Et quand il analyse ces patients-là, il se rend compte que eh bien, ceux qui ont une hypertension artérielle ont constamment une pression artérielle, non seulement une pression artérielle élevée, mais également une fréquence cardiaque à plus de 80 par minute. Et vous avez vu la limite de 80 par minute proposée par la Société européenne de cardiologie. Alors, ce travail qui a été fait plus proche de nous dans le registre des insuffisances cardiaques de Douala qui montre quasiment une linéarité entre la fréquence cardiaque et la mortalité. Je reviens sur ce travail qui a été présenté par la Dr Liliane Kouyaté simplement pour dire que dans le groupe qui avait en plus de l'insuffisance cardiaque une hypertension artérielle, et bien pour toute élévation de 10 points de la fréquence cardiaque, et bien la mortalité augmentait encore plus de manière significative. Donc au-delà du fait que c'était un facteur de risque pour tous les insuffisants cardiaques, et bien dans le groupe hypertension, c'était encore plus important. Et donc on n'est pas surpris que l'ensemble des recommandations aujourd'hui insistent sur la fréquence cardiaque. On a vu les recommandations de l'International Society of Hypertension, on a vu pour l'ESC également. Mais ce qui est également intéressant, c'est que le Dr Diomou l'a dit, il faut lire les recommandations, mais il faut les lire attentivement. Parce qu'au premier regard des recommandations, on nous dit privilégier les associations, privilégier notamment les classes thérapeutiques telles que diurétiques, inhibiteurs calciques et bien évidemment les inhibiteurs du système rénine-angiotensin-aldostérone. Mais on nous dit aussi il faut savoir prescrire un bêta-bloquant chaque fois que c'est nécessaire. Et chaque fois que c'est nécessaire, intègre ici les indications préférentielles des bêta-bloquants qu'on connaît, mais ça intègre également l'élévation de la fréquence cardiaque. Et vous pouvez le voir, l'encadré ici de la Société internationale d'hypertension. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez penser que les bêta-bloquants sont à mettre à la poubelle. Et donc, je ne reviens pas sur ces recours de la Société européenne de cardio. Donc, une fois qu'on a diagnostiqué, il faut traiter, on l'a dit, et ensuite, il faut contrôler. Et on a vu, Dr Diomou nous a parlé des bêta-bloquants de long en large. Il n'y a pas énormément insisté dessus, d'autant plus qu'il a énormément parlé du bisoprolol. Je voudrais simplement dire qu'au-delà du bisoprolol aujourd'hui, je passe un certain nombre de diapositives qui ont été bien présentées. Au-delà du bisoprolol aujourd'hui, il y a l'amlodipine. L'amlodipine, c'est un inhibiteur calcique que nous connaissons très bien et qui a fait d'énormes preuves à travers de multiples études en matière non seulement de baisse de la pression artérielle, mais de baisse des événements cardiovasculaires. Et l'un des essais cliniques les plus récents, c'était l'étude créole que vous connaissez. Nos patients ont participé et ça a bien démontré que si vous voulez traiter l'hypertension artérielle chez le sujet noir africain, eh bien, choisissez d'abord l'amlodipine et ensuite, en fonction du profil de risque, vous ajoutez une deuxième molécule. Et donc, on peut penser que la combinaison amlodipine-bisoprolol est une combinaison et serait une combinaison logique. Pourquoi? Parce que le bisoprolol est optimal dans la prise en charge de l'hypertension, on l'a vu, baisse de la fréquence cardiaque, mais également tous les avantages qui ont été présentés par le Dr Diomou. Et d'un autre côté, vous avez l'amlodipine qui va, elle, c'est un inhibiteur calcique à longue durée d'action avec un profil de sécurité extrêmement bon. Et donc, cette combinaison-là permet d'atteindre l'objectif en matière d'efficacité tensionnelle, mais également en matière de prévention cardiovasculaire. Ce d'autant plus que l'action se passe sur 3 mécanismes principaux. Rares sont les combinaisons d'antihypertenseurs qui vont agir sur 3 mécanismes. C'est-à-dire que vous avez un blocage du système nerveux sympathique, vous avez également un blocage
du système rénine-angiotensin-aldostérone, parce qu'en bloquant le système nerveux sympathique, vous bloquez au moins partiellement le système rénine-angiotensin-aldostérone, et surtout, vous avez une vasodilatation qui est due à l'amlodipine. Et donc, de manière complémentaire, ces deux médicaments-là agissent sur les différents profils de patients. Vous pouvez voir que chez les patients qui ont un profil jeune, eh bien, on va davantage bénéficier de l'avantage, des avantages du bêta-bloquant. Chez les patients qui ont un profil plutôt âgé, on va davantage bénéficier de l'effet vasodilatateur de l'amlodipine. Et donc, en combinant ces deux médicaments, on obtient une meilleure efficacité antihypertensive et on obtient également une cardioprotection qui est complémentaire au-delà de la baisse de la pression artérielle. Et je reviens un petit peu sur l'étude Créole pour dire que Créole, c'était un peu le profil des patients que nous voyons régulièrement. C'est-à-dire en consultation, on voit des patients qui, la plupart du temps, ont une moyenne d'âge entre 50 et 55 ans. Créole, c'était aussi des patients, et ça, il faut bien le regarder, qui ont presque tous une fréquence cardiaque élevée, et généralement une fréquence cardiaque autour de 80, sinon plus. Et donc, il faut faire attention à la fréquence cardiaque en consultation. Alors, le docteur Djoumou a parlé de l'effet du bisoprolol chez les patients tabagiques, qui est très bénéfique. Il a parlé du fait que la fréquence cardiaque est un prédicteur des événements à long terme. Je ne reviens pas du tout là-dessus. Il a parlé de cette étude aussi. Je pense que c'est davantage le docteur Liliane Kuete qui en a parlé, qui est Nature Hypertension. Ça a été également fait par le professeur Fawzi Haddad. Et on a tellement parlé des guidelines de la Société européenne de cardio. J'insiste vraiment sur le cut-off de 80. Et du coup, ça me permet donc de vous poser la question de savoir quelle ordonnance alors vous ferez pour notre patient. Si vous avez oublié, je vous rappelle que c'était un jeune patient, tabagique, avec une pression artérielle élevée, avec quelques symptômes, examen clinique normal, et puis présent d'une hypertrophie ventriculaire gauche à l'échocardiographie. Et fréquence cardiaque à plus de 90 sur l'électrocardiogramme. Je pense que vous serez d'accord avec moi qu'il faut d'abord renforcer ces mesures d'hygiène de vie. Il faut absolument qu'il arrête de fumer. Vous serez d'accord avec moi que chez ce jeune patient avec une fréquence cardiaque qui est élevée, on a envie de baisser la fréquence cardiaque, mais en même temps, on a envie de baisser la pression artérielle, et pas seulement de baisser la pression artérielle, mais d'atteindre la cible. Parce que là, il y a déjà une hypertrophie ventriculaire gauche, et donc il faut traiter ce patient de manière à être efficace, de manière à assurer une cardioprotection. Je vous rappelle que le bisoprolol a fait ses preuves dans la réduction des événements chez l'insuffisance cardiaque, l'amélioration du pronostic de l'insuffisance cardiaque à travers deux essais cliniques, CIBIS 2 et CIBIS 3. Et donc, ça me paraît tout à fait logique chez ce patient-là de prescrire cette combinaison parce qu'en même temps, on a des bénéfices du bêta-bloquant sur la réduction de la fréquence cardiaque, la réduction du débit cardiaque, on a l'effet vasodilatateur de l'amlodipine, et si on ajoute à ça une bonne insistance sur les mesures hygiéno-diététiques, eh bien, on peut arriver à baisser la pression artérielle et en réalité améliorer le pronostic de ce patient. Donc je voudrais quasiment conclure là en disant l'hyperactivité sympathique est un élément qui est important dans la genèse de l'hypertension artérielle, mais c'est aussi un déterminant du pronostic à long terme. On l'a vu. On a vu que les bêta-bloquants sont à privilégier en cas d'hyperactivation sympathique, mais il s'agit d'une classe hétérogène et donc il ne faut pas juste s'arrêter là à dire les bêta-bloquants. La plupart de ce que nous connaissons comme effet délétère des bêta-bloquants sont essentiellement dus à l'athénolol, qui a été utilisé comme l'un des premiers bêta-bloquants et qui a été malheureusement mal utilisé. Normalement, il faut administrer l'athénolol au moins 2 fois par jour. Vous savez que pratiquement toutes les présentations de l'athénolol, c'est 1 fois par jour. Et donc, ça peut donc expliquer tout ce qu'on a vu avec les bêta-bloquants, entre guillemets. Le profil des nouveaux bêta-bloquants est totalement différent et on a vu les avantages particuliers du bisoprolol tel que ça a été présenté par le docteur Djoumou. Et donc, il faut aujourd'hui traiter l'hypertension artérielle à la carte, ce qui suppose
une prise en compte des mécanismes qui sont à l'origine de l'hypertension artérielle chez nos patients. Ça suppose aussi une bonne connaissance de nos médicaments, des médicaments qui sont disponibles, et ça suppose également une très grosse attention à la fréquence cardiaque avec l'utilisation des bêta-bloquants qui sont réputés baisser la fréquence cardiaque sans altérer le profil cardio-métabolique de nos patients. Donc une fois que j'ai dit ça, Monsieur le Président, merci et merci pour votre attention. Donc merci Anastasia.